Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Je vais faire une série de 2 vidéos sur les fondements de la notation complexe en physique et plus particulièrement en électricité. Donc cette vidéo, ça s'adresse plutôt à des élèves de première année donc qui découvrent un petit peu la notation complexe dans le cadre du régime sinusoïdal forcé et qui se demandent un petit peu pourquoi, et c'est vrai que ça peut paraître étonnant, on utilise les nombres complexes pour faire des calculs sur des circuits en électricité. Et plus généralement, tu vas voir qu'en physique, on utilise la notation complexe dans pratiquement tous les domaines de la physique, en mécanique, en électromagnétisme, en mécanique quantique. Et c'est vrai que ça peut paraître déroutant parce que voilà, déjà en soi, les nombres complexes, ce nombre dont le carré vaut -1, i carré égale -1, qui a été inventé par un mathématicien, comment ça se fait qu'il a une utilité en physique et qu'on peut vraiment s'en servir? Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça sert? Alors on va voir qu'un petit peu dans tous les domaines de la physique, il y a une seule raison fondamentale pour laquelle on utilise la notation complexe, les nombres complexes, comme un intermédiaire de calcul. Et cette raison est la suivante, c'est que quand un phénomène physique est régi par une équation différentielle linéaire, le plus souvent à coefficient constant, eh bien, la notation complexe, le passage à la notation complexe permet de transformer cette équation différentielle en une relation algébrique, c'est-à-dire avec des sommes et des produits qui sont beaucoup plus faciles à manipuler. Et évidemment, une fois qu'on a manipulé ça, après, pour revenir à la physique, et les grandeurs physiques sont bien sûr des grandeurs réelles, eh bien, on repasse en notation réelle, donc on prend le module, l'argument ou la partie réelle de la grandeur complexe qu'on a définie pour revenir à la physique. Et donc, les complexes, voilà, on les met un petit peu de côté puisqu'on les a utilisés pour établir la grandeur qu'on cherchait, mais finalement, ça n'est qu'un intermédiaire de calcul. Donc, dans cette première vidéo, je vais revenir sur un circuit très simple en régime sinusoïdal forcé. Je ne vais pas faire vraiment de cours, mais dans ce contexte-là, je vais rappeler un petit peu toutes les définitions. Et ces définitions, quand on les maîtrise, quand on les connaît bien, on verra que directement, après, on utilise la notation complexe sous forme des amplitudes complexes sans redéfinir à chaque fois toutes les grandeurs complexes, les amplitudes complexes, parce que ces définitions, il faut les maîtriser. Donc dans la première vidéo, on va revenir sur ces définitions et bien voir l'utilité de la notation complexe. Et puis dans la deuxième vidéo, je prendrai un autre circuit un petit peu plus compliqué, un circuit RLC du deuxième ordre, comme on dit. Et là, directement, on utilisera la notion d'impédance, d'amplitude complexe, comme on doit le faire une fois qu'on maîtrise complètement la situation. Donc, on a un circuit RL, donc une résistance, une inductance, une seule maille, alimentée par un générateur sinusoïdal E de t est égal à E cos oméga t. Et le problème qu'on se pose, c'est quel est le courant dans ce circuit, quelle est la tension aux bornes de la bobine. Alors déjà, il faut bien être conscient que le courant s'écrit de la façon suivante en régime forcé, Im cosinus oméga t plus phi i, c'est-à-dire qu'on a une amplitude du courant et on a aussi un déphasage par rapport à la tension du générateur qui a été choisi comme ce qu'on appelle la grandeur origine des phases, puisque je n'ai pas mis de déphasage dans cette tension E de t. Et puis de la même façon, UL de t va s'écrire UM cosinus oméga t plus phi u, donc une amplitude et une phase. Donc ici on est dans ce qu'on appelle la réponse en régime sinusoïdal forcé, c'est-à-dire que c'est le générateur qui impose sa fréquence à toutes les grandeurs physiques du circuit, toutes les tensions et les intensités. L'intensité ici, il n'y en a qu'une, donc dans le circuit. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien cela, ça provient de la loi des mailles. Donc dans la loi des mailles, donc on peut choisir un sens de parcours positif comme ça. Donc on aura E de t moins RI. Donc là pour l'instant je suis en notation réelle, en notation instantanée. UL de t est égal à 0. Bien sûr on sait qu'en convention récepteur, UL c'est L dI sur dt. Donc là on est en notation réelle. Cette équation différentielle, c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. On peut par exemple l'écrire pour I de t, dI sur dt plus R sur L I de t est égal à E de t divisé par L. Donc voilà comment également on pourrait l'écrire pour faire apparaître un second membre sinusoïdal E sur L cosinus oméga t. Alors dans la théorie des équations différentielles, donc là c'est un peu l'aspect mathématique,
On sait que normalement, la solution d'une telle équation différentielle, I de t, c'est la solution de l'équation homogène associée, donc A exponentielle moins t sur tau, en posant tau est égal à L sur R, plus une solution particulière, I de t, et qu'on va choisir donc justement en régime permanent. En réalité, il s'agit de cette solution Im cosinus oméga t plus phi i. Et ce régime transitoire va rapidement tendre vers 0, puisque cette exponentielle tend vers 0, ce qui fait que on va négliger ce régime transitoire et on ne va considérer que la solution particulière en régime sinusoïdal. Alors ce raisonnement, on ne le refait pas à chaque fois dans tous les circuits linéaires, en électricité en particulier, qu'il soit du premier ordre ou du deuxième ordre, mais il est toujours sous-entendu. Après avoir négligé la solution en régime transitoire, on ne s'intéresse qu'à la solution particulière en régime sinusoïdal forcé. Et cette équation est une équation différentielle linéaire. Voilà pourquoi on peut associer une grandeur complexe, donc là le vocabulaire est très important, hein, il ne faudra pas confondre la grandeur complexe qui dépend du temps avec l'amplitude complexe qui ne dépend pas du temps. Donc cette grandeur complexe associée, eh bien il suffit de remplacer pour la définir le cosinus par l'exponentielle complexe. Im exponentielle j oméga t plus phi i. Et on voit bien sûr le lien entre la grandeur réelle qui seule a une signification physique bien sûr et la grandeur complexe, c'est que I de t c'est la partie réelle de la grandeur complexe associée. Cette grandeur complexe associée, on la note avec une minuscule, mais on met une barre pour indiquer qu'on est dans les complexes. C'est comme ça qu'on fait en physique. Bon, la barre en maths, on la met plutôt dessus, c'est souvent pour dire que c'est un complexe conjugué. Mais en physique, la barre, c'est juste pour dire que c'est complexe. Et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de séparer cette exponentielle. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. On isole la partie qui dépend du temps, l'exponentielle j oméga t, pour définir ce qu'on appelle l'amplitude complexe, qu'on note parfois im bar ou i bar, exponentielle j oméga t. Et donc finalement, la seule grandeur qui va nous intéresser, c'est l'amplitude complexe parce qu'elle contient toutes les informations dont on a besoin. Donc l'amplitude complexe, à ne pas confondre avec la grandeur complexe, c'est im exponentielle j phi i par définition. Et donc, finalement, si on détermine l'amplitude complexe du courant, on aura l'amplitude réelle du courant, qui est Im, en prenant le module de I bar, et on aura le déphasage en prenant l'argument de I bar. Et donc, on sera capable de reconstituer la grandeur réelle qui nous intéresse. Im est égal, I de t égale Im cosinus oméga t plus phi i. Voilà pourquoi, en électricité, on ne travaillera pratiquement qu'avec les amplitudes complexes et que quand on arrive sur un circuit comme celui-là, finalement, on va pas travailler avec des grandeurs réelles, mais on va travailler directement avec des grandeurs complexes. Donc l'amplitude complexe de la tension, l'amplitude complexe du courant, l'amplitude complexe de la tension aux bornes de la bobine. Donc voilà la mise en place de la notation complexe. Et bien sûr, on peut faire pareil pour la tension UL de T avec des définitions tout à fait analogues. Donc on retient déjà la maîtrise de la définition de la grandeur complexe associée qui dépend du temps et son lien avec l'amplitude complexe qui, elle, ne dépend pas du temps, mais qui contient toutes les informations dont on a besoin pour reconstituer la grandeur sinusoïdale en prenant son module et en prenant son argument. Alors, pourquoi maintenant a-t-on inventé, entre guillemets, les impédances, la notion d'impédance, et que devient l'équation différentielle en régime forcé? Donc, quand on ne s'intéresse qu'à une solution de ce type, eh bien, que devient-elle en complexe? Alors, on peut, comme je dis souvent, plonger cette équation dans les complexes, c'est-à-dire qu'en fait, comme elle est linéaire, la partie réelle de l'équation complexe associée, ce sera l'équation réelle. Donc on va remplacer les grandeurs réelles par les grandeurs complexes associées. Et il suffit donc de remplacer cosinus oméga t par exponentielle
J oméga t. Et la notation complexe va nous permettre de transformer cette relation en une équation, en une relation algébrique avec des sommes et des produits. Alors, on voit facilement que dériver une grandeur complexe telle qu'on l'a définie par rapport au temps, c'est multiplier son amplitude complexe par j oméga. Donc si je réécris cette équation différentielle dans les complexes, en tenant compte des grandeurs complexes associées, j oméga i bar plus r sur L, i bar est égal à e sur L, e bar sur L, exponentielle j oméga t. Donc là, l'équation différentielle est réécrite en notation complexe. Et donc, on voit qu'effectivement, la dérivation n'est plus qu'un produit par j oméga. Alors là, je suis encore sur les grandeurs qui dépendent du temps, parce que j'ai des exponentielles j oméga t partout. Et on voit qu'en simplifiant par exponentielle j oméga t, on va avoir une relation directement sur les amplitudes complexes. J oméga i bar plus r sur L grand I bar est égal à grand E bar sur L. Et grand E bar sur L, en fait, c'est E, puisqu'il est réel, c'est l'origine des phases. Alors, cette équation différentielle, on peut l'obtenir en écrivant la loi des mailles directement en utilisant les impédances. Donc, les impédances, on sait que les conventions d'orientation pour une impédance sont aussi importantes qu'en régime statique, en régime continu. Donc, quand on a un courant I, qu'on a une tension U, donc on définit l'impédance Z en convention récepteur telle que U est égal à ZI. Pour une résistance Z, ZR vaut simplement R, U égale RI. Et pour la bobine, donc comme UL vaut LDI sur DT, DI sur DT c'est une dérivation, donc ZL vaut JL oméga. Donc on aurait pu dès le début, et c'est comme ça qu'on fera dans la suite, écrire la loi des mailles sur les amplitudes complexes directement en utilisant les impédances, en disant que E moins RI moins donc JL oméga I est égal à 0. Et on voit qu'on obtient ce qu'on appelle une loi de Pouillet, donc la loi de Pouillet qui dit que le courant qui circule ici dans le circuit, donc c'est la force électromotrice divisé par R plus JL oméga. Donc on ne perd pas de fil la signification physique réelle de cette relation, c'est-à-dire que en fait ça c'est Im exponentielle J phi I, et que donc nous ce qui va nous intéresser c'est maintenant de prendre le module et de prendre l'argument pour déterminer Im et phi I. Donc il est temps maintenant pour nous de calculer Im, donc qui est un peu l'aboutissement de ce calcul. Donc c'est le module de I. Donc c'est le module de E bar sur R plus JL oméga avec J carré égale moins 1. Oui, alors je n'ai pas insisté sur le fait qu'en physique, on ne le note pas I, mais on le note J, le nombre complexe dont le carré vaut moins 1. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Hein, surtout, ne multiplie pas par le complexe conjugué du dénominateur, ici ça ne sert à rien. Et donc c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Attention, là, il y a souvent des erreurs parce qu'on pense qu'il faut élever JL oméga au carré, donc on pense des fois qu'il y a un moins, mais non, il y a bien un plus. Et puis, donc, ce qui peut être intéressant également, c'est d'étudier maintenant la réponse du circuit en faisant varier la fréquence du générateur. Donc ça, c'est un peu l'étape d'après, c'est ce qui va t'attendre dans les chapitres qui viennent, c'est les notions de filtrage linéaire, c'est-à-dire qu'une fois que pour une fréquence donnée, on a déterminé dans le circuit l'amplitude complexe, eh bien, on peut maintenant faire une étude en imaginant qu'on fait varier la fréquence du générateur et donc on étudie la réponse du système en fonction de la fréquence. Donc, alors regardons un petit peu les limites ou même des équivalents. Donc c'est là aussi que les outils mathématiques que tu développes en maths sont très utiles parce que eh bien, les équivalents, c'est pour faire de la physique en particulier. Alors, quand oméga tend vers 0, on voit que que Im donc, tend vers E sur R. Donc, c'est la limite de Im quand oméga tend vers 0. Donc, ici, on aura E sur R. Donc, on va tracer Im en fonction de oméga. On va en fait avoir une tangente horizontale. Et quand oméga tend vers l'infini,
c'est ce terme-là qui domine. Donc, on voit que IM tend vers 0, mais attention, 0 n'est jamais un équivalent. Donc, IM sera équivalent à E sur L oméga. Donc, on garde uniquement le terme qui domine ici, donc en plus l'infini. Quand oméga tend vers plus l'infini, eh bien, on a E sur L oméga. Donc, on a un peu comme un arc d'hyperbole, donc une fonction qui fait ça. Voilà, donc ça veut dire que le courant va être important en basse fréquence et qu'il va diminuer en haute fréquence. Et en plus, donc, il va être déphasé par rapport à la tension d'entrée. Alors, est-ce qu'on peut regarder le déphasage? Donc, on avait vu ensemble que phi avec les définitions, c'est l'argument de I bar. Donc, l'argument de E bar, ou de E, divisé par R plus JL oméga. Alors, en complexe, les arguments, ça fonctionne un peu comme les logs en mathématiques. Donc, c'est l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc, ça fait argument de moins argument de E moins argument de R plus JL oméga. Et l'argument d'un nombre complexe, c'est aussi l'argument de son complexe conjugué. Donc, c'est l'argument de R moins JL oméga. Alors, je sais que certains connaissent par cœur un certain nombre de formules concernant le cosinus, le sinus, etc. Moi, je t'encourage, quand tu prends l'argument d'un nombre complexe, à travailler dans le plan complexe qu'on appelle un diagramme de Fresnel. Donc, en abscisse, on met les grandeurs réelles, donc qui vont être ici homogènes en fait à des impédances, des résistances. Partie imaginaire, ah ouais, attention, alors im ici, hein, ça n'a rien à voir avec Imax, hein, c'est la partie imaginaire. Donc, on a R moins JL oméga. Et donc, l'argument, on le lit ici, phi i, c'est l'angle par rapport à l'axe des réels. Et donc, on voit que dans ce triangle rectangle, alors on peut représenter plusieurs lignes trigonométriques, on peut écrire le cosinus, on peut écrire la tangente, on peut écrire le sinus également. Et on voit que tangente phi, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, on aura tangente phi i est égal à moins L oméga sur R. Tangente phi égale moins L oméga sur R. Donc, on pourrait aussi écrire cosinus est égal à R sur racine carrée de R carré plus L2 oméga 2. Ou sinus égale à moins L oméga sur racine de R2 plus L oméga 2. Bon, j'ai choisi tangente. Et on peut même prendre l'arctangente parce qu'on va être entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ça va faire arctangente. Et comme arctangente est impair, on va mettre le moins devant. De moins L oméga sur R. Qu'on peut aussi écrire moins arctangente, des petites initiatives, oméga sur oméga 0 en posant oméga 0 égale à R sur L, donc homogène à l'inverse d'un temps, homogène à une pulsation qui apparaît donc naturellement dans ce calcul par homogénéité. Alors, est-ce qu'on peut tracer cette fonction en fonction de oméga? Parce que là aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire une étude en fonction de oméga. Phi i, bien sûr, oméga est toujours positif. Donc, on voit que quand oméga tend vers 0, la phase tend vers 0. Quand oméga tend vers plus l'infini, elle tend donc vers moins pi sur 2, moins 90 degrés. Et quand oméga vaut oméga 0, alors on a arctangente de moins 1, ce qui fait moins pi sur 4. Donc on voit que le courant est en retard par rapport à la tension E de t. Et donc on a son déphasage en fonction de la pulsation, en fonction de la fréquence du générateur. Allez, on va maintenant calculer UL, ici l'amplitude, déterminer la tension UL aux bornes de l'inductance. Pour déterminer UL, je vais utiliser un outil très puissant et très utile pour la suite de tes études en électrocinétique. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Il marche en régime statique, en régime continu, mais il marche aussi en régime sinusoïdal forcé. Donc, le pont diviseur de tension, c'est qu'à chaque fois que tu auras deux impédances Z1 et Z2 qui sont comme ça, avec une tension E de t, et tu veux prélever ici U2. Alors, on peut démontrer que U2, l'amplitude complexe, c'est Z2 sur Z1 plus Z2 fois grand E. Donc là, je vais mettre
l'amplitude complexe. Alors d'où ça vient ça? Eh bien, l'intérêt du pont diviseur de tension, c'est que tu ne fais pas apparaître de courant dans le résultat final. En fait, U2, c'est une fraction de la tension totale aux bandes de Z1 et de Z2 en série. Donc ça ne marche que quand les deux impédances sont parcourues par la même intensité I, c'est-à-dire qu'elles sont en série. Et cette fraction, c'est Z2 sur Z1 plus Z2 qui peut être complexe, ce qui signifie d'ailleurs que U2, dans le cas général où Z2 est complexe, ou Z1 est complexe, va être déphasé par rapport à grand E. Alors, je peux te donner très rapidement la démo, qui est extrêmement simple. Ça vient de la loi des mailles. Donc dans la maille totale, on voit que E, c'est la somme de ces deux tensions. Donc ça fait Z1 plus Z2 en mettant en facteur fois I. Et puis on voit aussi que la loi d'Ohm aux bornes de Z2, c'est juste U2 égale Z2 fois I. Tu fais le quotient de ces deux relations et tu aboutis directement au pont diviseur. Alors évidemment, la démonstration fait intervenir le courant, mais le résultat final ne fait pas intervenir le courant. Donc, si on applique ça ici directement, et c'est très pratique, c'est très commode, surtout quand on n'a pas préalablement déterminé le courant, donc ça fait JL oméga Z2 sur Z1 plus Z2 fois grand E. C'est très très simple. Et donc, on peut directement, donc sachant que UL de T, donc c'est UL max cosinus oméga T plus phi U, eh bien, en prenant maintenant le module et l'argument, on a directement les relations que l'on cherche. Donc le module, UL, module de UL, donc ce sera UL max, qui vaudra donc module de tout ça, de JL oméga sur R plus JL oméga fois donc module de E. Et donc ça va nous donner, comme tout à l'heure, le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, L oméga sur racine carrée de R carré plus L2 oméga 2 fois grand E. Et le déphasage, phi U, c'est l'argument de UL, et c'est donc argument de E, plus, allez, on va séparer ça en trois arguments directement, de JL oméga, moins argument de R, plus JL oméga. Encore une fois, ça marche comme les logs. Donc là, ça fait 0, plus pi sur 2, puisqu'on a un J ici, et donc moins arctangente de L oméga sur R, donc de partie imaginaire sur partie réelle. Bon voilà, je suis allé un petit peu plus vite sur la fin. Je te laisse dessiner éventuellement ces fonctions en fonction de oméga, en faisant apparaître la même pulsation oméga 0. Je laisse ça pour la suite parce qu'en réalité, ici, ce qu'on fait, c'est déjà du filtrage linéaire. En fait, on peut montrer que ce qu'on fait là, c'est un filtre passe-haut du premier ordre. Mais bon, on va laisser ça pour la suite de ton cours. Dans la deuxième vidéo, on va étudier la résonance en tension aux bandes d'un circuit RLC. Et là, donc, je vais aller beaucoup plus direct au but en te montrant comment, une fois que tu maîtrises les définitions en notation complexe, tu peux les utiliser directement et comment tu dois le faire sans passer par toutes ces définitions, mais qui doivent être sous-entendues et forcément dans un coin de ta tête quand tu abordes la notation complexe en électricité en régime sinusoïdal forcé. Voilà, j'espère que ça t'a été utile et que tu as des idées peut-être un petit peu plus claires si tu avais du mal à comprendre comment, pourquoi on utilisait les complexes en physique et en particulier en électricité. À bientôt.